Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet aussi fascinant que complexe, les dynamiques des relations modernes. On a sous les yeux tout un tas de sources qui parlent de relations toxiques, de narcissisme et d'un concept plus récent, la situationship. Oui, c'est un ensemble de documents assez variés en fait. On a des études universitaires en psychologie, des articles de centres de thérapie et même des discussions en ligne où les gens partagent leurs expériences de façon très personnelle. C'est ça. Et notre objectif, c'est vraiment de décortiquer un peu tout ça. Qu'est-ce que le love bombing, par exemple? Comment le narcissisme se manifeste concrètement dans une relation? Et que se cache-t-il derrière cette ambiguïté de la situationship? C'est exactement ce qu'on va essayer d'explorer en détail. Alors, commençons par le commencement. Le narcissisme. Bon, on connaît tous le mythe de Narcisse, ce jeune homme qui tombe amoureux de son propre reflet. Mhm, Mais en psychologie, la définition est quand même beaucoup plus précise. absolument. C'est identifié comme un trouble mental dès 1898 par Havelock Ellis, donc ça ne date pas d'hier. Le narcissisme se caractérise par une auto-absorption qui est pathologique. Pathologique, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on parle d'une image de soi qui est démesurée, d'une dépendance à la fantaisie et, surtout, d'une tendance à exploiter les autres. C'est l'un des trois traits de ce qu'on appelle la triade noire de la personnalité. La triade noire. Oui, avec le machiavélisme et la psychopathie. D'accord. Et une des sources souligne une dualité assez intéressante sur l'estime de soi de ces personnes. Elle est décrite comme étant à la fois très élevée et très fragile. C'est tout le paradoxe. Une étude a montré que des hommes narcissiques surévaluaient, mais vraiment, leur intelligence et leur attrait physique par rapport à des évaluations objectives. Ah oui. Et une autre expérience a révélé qu'ils percevaient beaucoup plus d'attirance de la part d'une femme lors d'une interaction scénarisée que les hommes non narcissiques. Ils sont persuadés de plaire. Donc il y a un vrai décalage. Un décalage énorme. Et cette fragilité, elle est centrale. Leur haute estime de soi, en fait, c'est un mécanisme de défense. Les recherches montrent qu'ils ont une estime de soi explicite très haute, c'est-à-dire ce qu'ils disent d'eux-mêmes. Ce qu'il montre. Voilà. Mais leur estime de soi implicite, l'inconsciente, elle, est très faible. Au fond, ils ne s'aiment pas. Et ce décalage les pousse à chercher constamment l'admiration et à réagir avec une colère, une agressivité folle dès qu'ils se sentent menacés. Et cette recherche d'admiration, ça nous amène tout droit à une tactique de manipulation bien précise, le love bombing. Le bombardement d'amour. C'est exactement ça. Les documents le décrivent comme une tentative d'influencer une personne par des démonstrations, mais alors excessives, d'attention et d'affection. C'est une technique de contrôle en fait. C'est une tactique de contrôle et c'est souvent la toute première étape d'un cycle de violence psychologique. L'objectif, c'est de créer un attachement émotionnel très vite. Pour rendre l'autre dépendant. Justement, une fois que ce lien est créé, l'abuseur peut passer à d'autres comportements de contrôle. Et s'il sent que sa victime s'éloigne, il peut revenir à une phase de love bombing intense pour la récupérer. C'est redoutable. Et une étude qualitative de Batoul et ses collègues, elle a identifié 3 thèmes principaux dans ce love bombing. Oui, c'est très éclairant. Il y a d'abord la façade charmante, une apparence fausse, exagérée. Ensuite, les admirations exagérées, donc des compliments, des promesses qui sont écrasantes. Mhm. Et le troisième, c'est la démonstration de vulnérabilité, se poser en victime pour susciter l'empathie. Et ça, c'est directement lié à la violence psychologique, qui consiste à contrôler une autre personne en utilisant les émotions pour la critiquer, l'humilier ou la manipuler. Et les sources sont claires là-dessus. Oui, elles sont formelles. Les conséquences de la violence psychologique sont aussi graves que celles de la violence physique. Avec le temps, ça érode complètement le sentiment d'identité de la victime. Au point qu'elle peut finir par croire aux critiques de l'abuseur. Exactement. Et se sentir complètement prise au piège. Abordons maintenant un autre terme très actuel, la situationship. C'est une relation amoureuse ou sexuelle qui reste, non définie. Sans engagement. Oui, l'ambiguïté est au cœur du concept. Une étude de Pushkar et Singh de 2023 a cherché à mieux comprendre ce phénomène en interrogeant des jeunes adultes de 18 à 25 ans. Et qu'est-ce qui en ressort? 5 grands thèmes ont émergé de leurs expériences. Le premier, c'est sans surprise l'ambiguïté de la relation. Un manque de clarté, des attentes floues, des signaux contradictoires. C'est ça, on ne sait jamais où on en est. Ce qui mène au deuxième thème, la détresse émotionnelle. De la tristesse, des sautes d'humeur, un sentiment d'impuissance. Et j'imagine la charge mentale que ça doit être. Absolument, c'est le troisième thème, la détresse cognitive. La frustration, la difficulté de concentration, la fatigue mentale.
l'anxiété. On passe son temps à analyser la relation. Tout le temps, un participant a décrit ce sentiment d'être coincé et émotionnellement épuisé. Ensuite, le quatrième thème, ce sont les besoins sexuels et le rôle de l'intimité physique dans ce flou. Et le dernier? Les préférences individuelles. Parce que parfois, les gens entrent là-dedans volontairement, pour explorer, pour le plaisir occasionnel ou par désir d'indépendance. Tout ça semble très, très éprouvant. Alors, pourquoi des personnes restent dans des relations toxiques ou aussi ambiguës? C'est la grande question. Une des sources met en avant le rôle du déni. Le déni. C'est un mécanisme de défense extrêmement puissant. Il peut se manifester en minimisant la violence. On se dit oh, c'est pas si grave. Ou en trouvant des excuses à l'abuseur. Voilà. Ou en pensant que ce comportement est normal dans une relation. Et la honte joue un rôle crucial. Les victimes se sentent souvent responsables, ce qui crée un cycle de culpabilité qui rend la prise de conscience très difficile. Et il y a aussi les pressions sociales, familiales. J'ai lu une étude sur de jeunes Philippines, Loving Them Was Red, qui est assez parlante. Une participante a déclaré « Si vous êtes une femme dans cette relation et que vous ne parvenez pas à la garder heureuse, la société considère que vous avez échoué en tant que femme. » C'est terrible. Et cet exemple illustre parfaitement la théorie des scripts sociaux de Simon et Gagnon. C'est-à-dire? En gros, dans les sociétés plus traditionnelles, qu'ils nomment paradigmatiques, les rôles de genre sont très stricts, très écrits d'avance. D'accord. Dans nos sociétés modernes, post-paradigmatiques, on a plus de liberté individuelle, mais aussi moins de certitude. Ça peut mener à de la confusion, à ce que les sociologues appellent l'anomie, une perte de repères. D'accord. Alors, si on essaie de faire le lien entre tout ça, on a des traits de personnalité comme le narcissisme, des tactiques comme le love bombing, et ces nouvelles formes de relations comme les situationships. Oui, et le fil conducteur, c'est vraiment l'impact psychologique. La fragilité de l'estime de soi narcissique mène à des comportements de contrôle. Le love bombing crée une fausse sécurité qui se transforme en violence. C'est ça. Et l'ambiguïté des situationships génère une détresse émotionnelle et cognitive. Et les raisons de rester sont complexes, elles mélangent psychologie et pression sociale. Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'une étude de Rachiberi a tenté d'établir une corrélation statistique entre ces trois phénomènes. Et elle n'a pas obtenu de résultats significatifs. Non, mais elle a quand même relevé des tendances. Une corrélation positive dans les relations engagées, donc plus de love bombing, plus de narcissisme, et une corrélation négative dans les situationships. Ça montre bien la complexité du sujet. Mais les données qualitatives, elles, les témoignages, brossent un tableau très clair de l'expérience vécue. Oui, Par exemple, une discussion sur Reddit fait une distinction très nette entre une relation occasionnelle et une relation sérieuse. La relation sérieuse, ça implique un soutien émotionnel dans les moments difficiles, des compromis, la rencontre de l'entourage. un vrai entrelacement des vies. Exactement. C'est tout ce travail qu'une personne dans une relation occasionnelle ne veut pas avoir l'obligation de fournir. On a parcouru un vaste territoire, de la mythologie grecque aux applications de rencontres. Il semble que naviguer les relations aujourd'hui demande une immense conscience de soi. Et une compréhension de ces dynamiques pour protéger son propre bien-être. C'est devenu crucial. Pour conclure, laissons une dernière pensée à méditer. Les sources évoquent le paradoxe du choix sur les applications de rencontres. Ah oui, l'abondance d'options. Exactement. Ça peut entraîner une fatigue décisionnelle et une insatisfaction croissante. On cherche toujours le meilleur partenaire possible. Ce qui soulève une question importante. Dans un monde de choix apparemment infini, comment cultiver l'engagement et l'investissement nécessaires à une connexion profonde, sans succomber à la peur de manquer une option hypothétiquement meilleure qui est accessible en un seul balayage d'écran?